Bonsoir, le journal de la rédaction. Chaque soir à 18 h en direct, une nouvelle édition pour faire le tour de l'actualité locale. Et voici les titres de ce 10 septembre. Il est le chef de la sécurité publique dans les Yvelines. Thomas Boudot vient de sortir son premier roman policier, Tout en bas de la falaise. Pas d'anecdote sur son parcours, mais de quoi vous tenir en haleine alors que la rentrée littéraire est vampirisée par l'ouvrage de l'ancienne première dame. Canal+ diffuse ce soir un documentaire autour de l'improvisation et de sa place dans l'éducation. Au cœur du reportage, Jamel Debbouze, Alain Degois, le fondateur de Déclic Théâtre. Et puis un institut d'études politiques dans les Yvelines, c'est une première, cela faisait 20 ans à travers la France qu'aucune création n'avait été possible. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye vient d'ouvrir ses portes à 80 étudiants. L'emploi se porte mal dans l'automobile et cela concerne forcément les Yvelines, premier département automobile de France. Les plus grands groupes y sont implantés, notamment à Saint-Quentin en Yvelines. Alors que le mondial parisien de l'automobile s'ouvrira dans un mois, l'URSSAF révèle que les constructeurs ont vu leur effectif chuter de 8,7% en un an. En 5 ans, 10 000 emplois perdus juste pour la région francilienne. Et dans le département yvelinois, on se souvient déjà de ce millier d'intérimaires poussés vers la sortie par Renault Flin ou encore Peugeot-Poissy. Ce mercredi soir, Canal+ diffuse donc un documentaire de 90 minutes consacré à l'improvisation. Déclic Théâtre, la troupe d'improvisation de Trappes. Une vraie reconnaissance pour cette compagnie créée voici une vingtaine d'années. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Quand on parle de Déclic Théâtre, on évoque souvent Jamel Debbouze. Le comédien originaire de Trappes y a fait ses débuts et il n'a pas oublié ses anciens compagnons de patinoire. Pendant une année, une équipe de tournage a suivi les comédiens. Une reconnaissance pour le président, fondateur de la troupe, Alain Degois. Effectivement, il y a longtemps que je me dis il faudrait faire quelque chose de long, ça vaut le coup, cette discipline vaut le coup d'être regardée dans la longueur et non pas, là le fait que ce soit sur un an, qu'on puisse voir une évolution, ça pas simplement le match. Il y a des scènes, je trouve, touchantes de la parole de ces jeunes qui parlent de leur activité, de la parole des mamans de ces jeunes qui regardent leur enfant autrement. Il y a des paroles de maman. J'aurais pas eu ces paroles-là il y a 5 ou 10 ans. Parce que d'un seul coup, elles s'aperçoivent que ça peut être un outil important pour l'éducation de leur enfant. Dans ce documentaire de 90 minutes, produit par Mélissa Torio et diffusé ce soir sur Canal+, on y voit longuement Jamel Debbouze, lui qui a démarré avec Déclic, c'était au collège. Donc de découvrir Jamel qui nous parle de cette discipline et ce qu'elle lui a apporté. Et même à un moment donné, on voit dans le reportage, enfin, il prend un peu les rênes du cours et on sent que ça lui rappelle les moments où il était lui-même en train de donner des cours ici sur Saint-Quentin. Et on sent bien qu'il a ça dans le sang quand même. L'improvisation comme vecteur culturel mais aussi social à travers le travail fait par la troupe en entreprise ou au sein de la Fondation Culture et Diversité, concrétisé par un trophée. Ça met en évidence que le profil des gens importe peu en improvisation dans la mesure où l'important c'est d'avoir des profils différents pour pouvoir créer du mélange. Le fait de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en l'école, voilà notre travail qu'on peut faire nous dans le cadre de nos ateliers qui est un peu le travail de fourmi, s'attacher à un profil de profil. Ça on le ressent vraiment bien dans le film. On ressent vraiment bien aussi que c'est une pratique de compétition parce que c'est la réalité et puis c'est une pratique mixte. La compagnie Déclic Théâtre a célébré ses 20 ans l'année dernière. Documentaire à découvrir donc sur la chaîne cryptée Canal+. Ce mercredi, un 10e institut d'études politiques a ouvert ses portes à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Un IEP porté par 2 universités, dont celle de Versailles. Saint-Quentin en Yvelines, Anthony Reich et Elodie Moine étaient présents cet après-midi avec les étudiants. Ces premiers pas sont en quelque sorte historiques. Ces étudiants sont les premiers de l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Mais la particularité de ce 10e IEP est ailleurs, ses liens avec ses 2 facultés fondatrices, Cergy-Pontoise et l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, dont 40% des enseignants sont issus. L'objectif, créer à terme des passerelles entre les établissements. D'une part, on met en place des dispositifs de préparation au concours dans les lycées publics et à l'université. Et puis, il est prévu en 2016 l'ouverture d'un concours 4e année qui sera spécifique, puisqu'on ouvrira des places par section et qui seront ouvertes aux étudiants des universités. Donc les passerelles, oui, on les crée. Cette première promotion de l'IEP yvelinois se compose de 82 étudiants pour 41 professeurs. Ils bénéficieront d'une formation sur 5 ans, dont la dernière dans un des Masters 2 de l'UVSQ ou de Cergy-Pontoise. Et si les plus pessimistes tentent à penser que cette première promotion va essuyer les plâtres, du côté des élèves,
Participer à cette aventure est une vraie chance. D'être la première promo, c'est vrai qu'on insiste bien, la directrice a bien insisté sur le fait que c'est nous qui allons marquer un peu l'image de l'IEP, etc. Donc il y a une responsabilité on est tous contents de pouvoir créer plein de choses aussi, vu que tout est à faire, genre de pouvoir faire nos associations, nos trucs. À la fin de leur cursus, ils seront alors titulaires d'un double diplôme de l'IEP et de leur université de rattachement pour peut-être devenir les chefs d'entreprise de demain. Fluidifier le trafic, un engagement pris par Alexandra Rossetti pendant sa campagne municipale à Voisins-le-Bretonneux. Les électeurs apprécieront sans doute donc ce test lancé au croisement de la route de Trappes et de Versailles. Pendant 3 mois, la circulation est donc modifiée. De quelle manière? Claire Cambier nous l'explique. Attention, cycle de feu modifié. À Voisins-le-Bretonneux, une réorganisation du fonctionnement des feux tricolores a été mise en place au niveau du croisement entre la route de Versailles et celle de Trappes. Une phase de test pendant 3 mois qui a pour but de fluidifier le trafic. Une solution promise par la maire Alexandra Rossetti lors de sa campagne, car les habitants sont lassés des bouchons en période de pointe. On perd du temps en fait, c'est une perte de temps en fait. Oui, surtout le soir, oui toujours. Le feu change très vite au fait et il y a très peu de voitures qui passent à la fois. En 2012, une onde verte a été créée sur la RD 36. Les feux sont dorénavant coordonnés, sauf sur ce carrefour, car la circulation ne le permettait pas. Conséquence, des bouchons quotidiens. La demande de la ville de Voisins, le Bretonneux, c'était justement de pouvoir le rentrer dans cette coordination. Et là, on a changé la programmation des feux pour raccourcir le cycle en fait. Donc on fonctionnait avant sur une durée totale de cycle de 120 secondes et aujourd'hui on est passé à 90 secondes avec la nouvelle programmation. Les automobilistes devraient donc passer moins de temps au feu rouge. Pour modifier le cycle de ces feux tricolores, les voies de présélection pour tourner à gauche ont été supprimées. Un rond-point amovible trône dorénavant au centre du carrefour. Si les résultats sont concluants au bout des 3 mois d'expérimentation, le système sera pérennisé. On passe à l'invité de cette édition du 10 septembre. Il est policier depuis plus de 20 ans, chef de la sûreté départementale dans le département des Yvelines. Il s'est lancé dans l'écriture d'un roman, policier forcément. Bonsoir Thomas Boudot et bienvenue. Bonsoir. 42 ans, auteur de Tout en bas de La Falaise aux éditions Amalthée. Voici 7 ouvrages, le vôtre, votre premier roman, une enquête autour d'un suicide qui finalement n'en est peut-être pas un. C'est l'intrigue qui sera dévoilée ensuite, l'intrigue qui se passe à Dieppe où l'on suit l'enquête de Tristan Rondeau, un secteur que vous connaissez bien. Vous avez été commissaire là-bas, mais la comparaison s'arrête ici. Ce n'est pas votre histoire que vous racontez, que les choses soient bien claires. Non, ce n'est pas autobiographique, si c'est ça la question, mais toujours est-il que dans le livre, je me livre quand même un petit peu. De par mon expérience, vous l'avez dit, de 20 ans de police, effectivement, il y a des similitudes dans les personnages, dans les histoires, dans les atmosphères, les ambiances que j'ai pu décrire dans mon livre. C'est un inspecteur qui n'est pas très très à l'aise du côté de Dieppe. Il vit assez mal d'être mis à l'écart de Paris. Voilà, c'est même un commissaire de police, donc un chef de service qui est affecté contre sa volonté sur Dieppe, en Normandie, et qui va tout faire pour en repartir. Et donc cette enquête-là, peut-être, va lui permettre d'en sortir et de retourner sur Paris. Voilà. Mais ce n'est pas un élément autobiographique. Vous étiez content à Dieppe? Pas du tout, non. Moi, j'ai passé un an à Dieppe et j'aurais bien voulu en passer plus, mais bon, il est clair que j'ai beaucoup aimé Dieppe, à la fois les paysages et puis les gens que j'ai pu rencontrer, qui sont vraiment des gens très attachants. L'histoire qui se déroule notamment en Normandie avec ce corps retrouvé au pied d'une falaise. Lorsque vous exerciez sur place, vous vous êtes dit justement avec ces affaires qui arrivaient, parce que des suicides de ce genre, il devait y en avoir, malheureusement peut-être assez fréquemment. Et puis le cadre aussi, vous vous êtes dit, il faut faire un roman autour de ça. Le cadre est idéal. Oui, je suis parti déjà du constat que des personnes venaient de la région parisienne pour se suicider, donc sur les côtes normandes. Faire le dernier saut, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, partant de ce constat-là, et puis le paysage aidant, je me suis dit que c'était le début d'une intrigue. C'est le début d'une intrigue, mais il faut avoir le temps de l'écrire ensuite, cette intrigue, parce que Exactement. vous êtes le chef de la sûreté départementale dans les Yvelines. Vous étiez d'ailleurs déjà venu en plateau à ce titre nous parler de votre travail très prenant. Vous avez écrit entre 2007 et 2013 plusieurs années d'écriture. Et à quel moment vous avez écrit? Alors exactement, donc ça fait presque 7 ans. Il n'y a pas 7 ans d'écriture, puisqu'il y a eu des périodes où j'ai beaucoup produit, et puis des périodes un peu moins. Bon, il est vrai que là où j'ai eu le plus le temps d'écrire et puis le plus d'inspiration, c'était pendant la période qui suit la période de Dieppe, c'est-à-dire quand j'étais commissaire de nuit dans l'Essonne,
où effectivement vers 3-4 heures du matin, il m'arrivait de jeter quelques lignes sur un papier. Et c'est comme ça qu'est venu le début de mon roman. Puisqu'on parle de ce parcours justement, vous aviez cette envie d'être policier véritablement. Aujourd'hui vous écrivez, vous n'imaginez pas changer de carrière? Ah non, pas du tout. Et puis ce serait un peu... Non, moi j'ai toujours voulu être policier. Comme on dit, c'est vraiment une vocation pour moi. Donc j'ai fait des études commerciales, mais je savais dès le départ que je reviendrais à ce que je souhaitais faire dès le départ, c'est-à-dire être policier, donc inspecteur de police dans un premier temps. Et au bout de 10 ans, j'ai passé le concours de commissaire. Voilà. Et donc je suis actuellement effectivement chef de la sûreté des Yvelines. Vous êtes rentré en 94 dans la police. Exactement. Avec quelle motivation? Quelles étaient vos ambitions? Moi, c'est le judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs branches dans la police. Il y a 1000 métiers, je dirais même. Donc la police technique et scientifique, ça existe. Vous avez aussi les enquêtes. Vous avez aussi l'ordre public. Vous avez 1000 métiers. Et moi, ce qui me passionne en premier lieu, c'est tout ce qui concerne les enquêtes judiciaires. Donc je suis rentré comme inspecteur de police en investigation. Et là, je me retrouve à la tête d'un service qui fait donc du judiciaire tout le temps. Et vous aviez toujours cette envie d'écrire depuis le début? Mais l'écriture, oui, j'aime bien écrire. Je le dis souvent, vous savez, quand on fait des enquêtes policières, il y a beaucoup de PV, procès-verbaux, des notifications de garde à vue, plein d'autres PV qui sont plutôt normalisés, donc où il n'y a pas grand-chose à réfléchir, je dirais. Et il y a un PV qui s'appelle le procès-verbal de constatation, où on décrit une scène de crime, par exemple. Et là, ce PV-là, c'est vraiment le PV le plus important parce que ça permet au magistrat qui n'est pas forcément sur place, ou même à un médecin légiste, de se faire une idée de la scène de crime. Mais la technique d'écriture n'est pas tout à fait la même et c'est peut-être même préjudiciable à l'écriture littéraire. Ça a été difficile. Exactement, mais vous avez raison, parce que j'ai créé dès le départ un comité de lecture avec une dizaine d'amis et de la famille. Et c'est vrai que, comme vous le dites, si justement l'écriture, elle va pas de soi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est commissaire de police, c'est pas parce qu'on aime les impressionnistes, ce qui est mon cas, qu'on va faire un roman formidable. Je veux dire, il est clair qu'au début, ça a été compliqué parce que il a fallu changer un peu la manière d'écrire, parce que moi j'ai une écriture, vous le disiez, un procès-verbal de constatation, c'est un procès-verbal qui est quand même très technique. Et donc c'est vrai qu'il a fallu romancer un peu tout ça, comme il a fallu romancer les personnages et romancer l'histoire tout simplement. L'entourage a été très critique? Au début, oui, tout à fait, mais c'est ce que j'avais demandé. Et c'est vrai que, bon, du coup, l'ego en prend un coup, je ne vous le cache pas, parce qu'au bout du compte, comme je vous le dis, on pense qu'on est bon, et puis au bout du compte, on nous dit, ouais, mais là, tu écris bien, la plume était là, d'après ce que j'ai pu comprendre dès le départ, mais par contre, voilà, c'était trop technique, et une scène d'autopsie qui est trop technique, ça doit être très intéressant pour un étudiant en médecine, ça l'est moins pour quelqu'un qui souhaite simplement se détendre en lisant un roman policier. Parce que dans l'écriture, encore, on le sent, cette volonté aussi du détail, d'expliquer les choses. Dès que vous utilisez un terme très précis, il y a une petite annotation qui explique ce que c'est, même dès les premières pages. Le document qui consigne les événements, la journée et la nuit, ce qui s'est passé, ça s'appelle la main courante. Et dès le début, il y a l'annotation pour que le lecteur ne soit pas perdu. Vous parlez de cet entourage très critique. Est-ce que c'est décourageant aussi parfois ? Ben oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu des périodes d'abondance au niveau de l'écriture, et puis des périodes, donc juste après ces critiques-là, effectivement, j'ai mis quand même 2 mois pour m'en remettre, en me disant, bon, peut-être que c'est pas le bon chemin, ou voilà, je vais peut-être faire autre chose, et puis au bout du compte, on remet le travail sur l'ouvrage, et puis petit à petit, on progresse, et puis l'écriture avance. Toujours sur l'écriture et sur les clins d'œil peut-être qui sont faits dans ce livre, Adieu poulet, avec Devers, les Brigades du Tigre aussi, vous les mentionnez, ça fait partie de votre culture? Non seulement c'est ma culture, mais c'est mon univers aussi, même si les films aussi romancent un peu la réalité. Parce que bon, c'est vrai que le travail, la journée d'un flic classique, c'est quand même pas mal de temps derrière un ordinateur à taper des procès-verbaux, comme je vous le disais. Mais effectivement, oui, je suis empreint de toute cette culture. Culture d'ailleurs même au niveau des romans, je lis autant des romans américains que des romans français, je vais même jusqu'en Islande ou autre. Donc j'adore ça. Et la peinture également. Vous avez mentionné les impressionnistes dans votre réponse tout à l'heure. Effectivement, toute cette intrigue se déroule sur fond de trafic d'art avec tous ces impressionnistes, ces tableaux, cette période qui vous passionne. Ça vient d'où cette passion pour la peinture également? C'est que depuis que je suis tout jeune, il a fallu que je fasse un petit commentaire en 6e sur les impressionnistes. Donc j'ai choisi Van Gogh et à partir de là, je me suis passionné à la fois pour l'homme. D'abord pour sa peinture et après pour l'homme, et puis sur sa trajectoire, sur les différents endroits où il a été, où il a vécu, entre Auvers-sur-Oise et puis Saint-Rémy-de-Provence et puis Arles et autres. Donc en fait, on suit un peu les peintures en même temps et on suit aussi l'évolution du personnage qui n'a pas eu que des moments
joyeux, loin s'en faut. Comment vous faites justement pour entremêler toutes ces passions que vous pouvez avoir, pour la peinture, pour l'écriture, les clins d'œil que vous faites à tout cet univers policier, votre métier aussi, parce que votre parcours se retrouve aussi entre les lignes sur certains passages. Comment vous avez réussi à tout entremêler? Il y a eu des choix difficiles, des réécritures permanentes. Comment évolue ce personnage dans l'ouvrage? Le personnage, c'est un peu, bon, même si, comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas autobiographique, qu'on soit bien clair, pour autant, il est clair que ce personnage se nourrit un peu de mon vécu. C'est pour ça qu'il aime l'impressionnisme, c'est pour ça qu'il est comme il est, mais toujours est-il que moi, je suis curieux de nature et je suis intéressé par beaucoup de choses. On parle des impressionnistes, de la peinture, mais j'aime aussi tout ce qui est antiquité brocante, parce que tout ce qui finalement est chargé d'histoire m'intéresse. C'est effectivement ce qu'on ressent à travers le livre. Vous l'imaginez comme un personnage récurrent, ce commissaire de police? Écoutez, peut-être, on verra. En tout cas, une suite est possible. Oui, la fin est suffisamment ouverte aussi pour qu'on puisse imaginer une suite. Vous y avez déjà travaillé? J'ai des idées, oui, j'ai même déjà pas mal d'idées en tête, mais maintenant il faut passer à la période d'écriture et c'est vrai que là, sur le poste que j'occupe actuellement, c'est un peu compliqué. Et puis j'ai quand même une famille à gérer, et notamment une petite fille qui est atteinte d'une maladie génétique, et c'est la raison pour laquelle je reverse d'ailleurs j'allais y venir justement, puisqu'il y a un tiers des droits d'auteur que vous allez toucher sur cet ouvrage qui seront reversés à des associations sur la recherche pour les maladies génétiques. C'est une cause qui vous touche particulièrement, vous l'avez mentionné. Peut-être y venir et expliquer pourquoi c'est aussi important pour vous. Oui, moi j'ai 4 enfants, 4 adorables enfants, dont la dernière, la plus petite, donc à 4 ans, est atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi. Et c'est une maladie orpheline, donc neuromusculaire. Et donc du coup, pour l'instant, par exemple, elle ne marche pas, elle ne s'exprime pas vraiment. Et donc donc je suis touché par ça. Et au-delà de ça, j'ai toujours milité dans des associations sur le handicap notamment. Et là, je me suis dit que la meilleure manière de militer là, par rapport au temps qui me reste en termes de disponibilité, c'est effectivement, avec la sortie de ce livre, de pouvoir en faire la promotion d'une part, et puis aussi verser un tiers de mes droits à l'AFM Téléthon, que tout le monde connaît bien sûr, Prader-Willi France, qui est donc cette association qui gère plus précisément cette maladie, et puis aussi les Césades qu'on connaît un peu partout en France, et notamment celui des Molières. Donc en achetant cet ouvrage, vous ferez aussi une bonne action. Donc c'est un ouvrage qui est tout de même très personnel, on l'a compris à travers tous les éléments que vous avez mentionnés, et en plus cette cause que vous soutenez et qui vous touche. Par la suite, est-ce que vous rêvez d'une évolution de carrière à la Olivier Marchal par exemple? Flic devenu acteur, réalisateur, Francis Quai des Orfèvres. Écoutez, honnêtement, ça vous fait rêver ou... C'est un beau parcours, on peut pas le nier, mais pour autant, pour l'instant, j'en suis pas là. Écoutez, là, je me suis fait plaisir en écrivant ce livre, parce que finalement, c'est quand même, mine de rien, c'est quand même un aboutissement. Je veux dire, entre le moment d'écrire et puis finalement de pouvoir le publier, c'est quand même quelque chose auquel j'ai pas forcément passé au départ. Et puis, j'ai quand même, comme je vous le dis, j'ai un service très important à gérer dans le département, et donc il nécessite quand même que je sois à 100% dedans. Une adaptation en film, pourquoi pas? Vous qui aimez ces paysages aussi, écoutez, qui aimez le cinéma. Voilà, mais c'est si réalisateur, exactement. Voilà. Si réalisateur, vous êtes preneur en tout cas pour travailler sur une adaptation. Et puis les fonds seront donnés à des associations, ça ce serait pas un problème, au contraire. Une dernière question, comment se passe votre rentrée dans vos services actuellement sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, tout va bien. On a quelques affaires dans le département, dont certaines, comme vous le savez, défraient la chronique, et donc on gère au mieux ces affaires-là. Très chargé entre votre activité professionnelle, mais ce soir vous étiez venu parler de cet ouvrage Tout en bas de la falaise, votre premier roman policier, et vous savez forcément de quoi vous parlez. Merci Thomas Boudon, chef de la sûreté départementale des Yvelines et aussi auteur, d'être venu ce soir pour le 7-8. L'actu, c'est aux éditions Amalthée. Merci à vous. Merci. Culture, Jean-Christophe Bardot a photographié des Verriérois, des habitants de la Verrière ou des personnes impliquées dans cette commune. Il a également fait participer des photographes amateurs. Son travail n'est pas tout à fait terminé, mais il présente déjà ses premiers travaux dans une exposition en plein air, actuellement sur le parvis du Scarabée, la salle culturelle de la Verrière. Catherine Zulato pour les précisions. Des portraits qui s'affichent en plein cœur de la ville, de leur ville. Ils sont installés ou impliqués à la Verrière. Ces femmes, ces hommes, jeunes ou moins jeunes, se sont prêtés au jeu de l'objectif de Jean-Christophe Bardot. En quelques photos, ils racontent leur vie dans la ville. Je vais les voir une première fois, je leur explique un petit peu le projet, le dispositif, un portrait en 5, 6, 7 images. Ce n'est pas juste votre visage qui m'intéresse, c'est comment on voit la ville de chez vous, un objet, une image de famille, quelque chose qui dit d'où vous venez. Je vais les voir sur leur lieu de travail, je vais les voir sur leur lieu d'activité associative. Je essaye de les retrouver aussi au milieu des autres,
Parce que l'idée, c'est pas d'isoler le portrait, c'est de replacer la personne dans un contexte. À la fois, il faut que les images, elles parlent des gens, elles aient un sens par rapport à ce qu'ils me racontent ou ce qu'ils me proposent. Quand je leur demande un lieu qui compte pour eux dans la ville, parfois il y a plusieurs propositions. Donc je fais des essais, moi. Ensuite, je vais voir voilà, et puis il y a des choses qui doivent leur correspondre, mais il y a des choses qui me touchent plus photographiquement. Jean-Christophe Bardot a également fait appel à d'autres photographes amateurs lors d'un atelier qui a duré 6 mois. Très peu de texte pour accompagner les photos, les images parlent d'elles-mêmes. Mamadou Diawara, cet ancien ouvrier de Renault incontournable dans sa ville et aujourd'hui maire de son village au Mali, Jean-Christophe nous décrit son portrait en 7 photos. Il y a la vue de la fenêtre, il y a le portrait évidemment, le visage, qui en général n'est pas la première image que je fais. J'attends d'avoir rencontré les gens plusieurs fois avant de les photographier parce que c'est pareil, un visage, on doit s'y habituer, voir comment il bouge, comment il réagit. Je demande à chacun une photo de famille. Mais c'est très ouvert la photo de famille. C'est une photo qui parle des gens à un autre moment qu'aujourd'hui. L'objet, c'est l'objet qui compte pour lui. C'est ce que je demande aussi à tout le monde, c'est son écharpe et son insigne d'élu malien. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner à Diabigué plusieurs fois, avoir passé du temps avec lui. Et donc il me semblait plus intéressant de le remettre un peu en lien avec ce qu'il a fait au Mali. Je l'ai regardé pendant qu'il regardait son portrait. Et bon, il a dit c'est bien. Ah, c'est bien. Comment il m'a dit? Ah, tu m'as pas loupé. Les photographies sont exposées jusqu'au 16 septembre sur le parvis du Scarabée. Elles rejoindront ensuite la maison de quartier Orly Park. Mais le travail n'est pas fini. Il reste encore à Jean-Christophe Bardot une dizaine de portraits à réaliser. L'association des paralysés de France fêtait sa traditionnelle soirée champêtre samedi dernier sur le site de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux. Nouveauté cette année, l'inauguration de jardins suspendus avec cette idée toute simple, permettre aux handicapés de jardiner. Plus d'explications dans ce reportage de Claire Cambier et d'Anthony Reich. Et voilà, la première pierre est posée. Du terreau comme une première pierre à l'édifice des jardins suspendus. Le projet de l'Association des paralysés de France, ces bacs surélevés en bois, permet aux personnes à mobilité réduite de découvrir ou redécouvrir les joies du jardinage. Moi qui ne peux plus me mettre debout, ça permettra au moins de travailler assis, au moins pour faire les plantations, éventuellement la récolte. Inaugurés samedi dernier à Manille-les-Hameaux, ces jardins suspendus seront accessibles à tous les adhérents, mais aussi aux autres associations présentes sur le site de Port-Royal des Champs. Car le but est de casser la frontière entre valides et handicapés. Franck imagine déjà ses futures pousses. Des carottes, des radis, des petites tomates aussi souvent. Le terrain est prêté et les bacs ont été financés par la Fondation Truffaut. Pour Monique, le jardinage est plus qu'un plaisir, il permet de soigner. Jardiner, en fait, pour les gens, c'est se sentir un peu vivant, quoi. C'est s'occuper de plantes, c'est créer, c'est sentir qu'on peut faire les choses comme les autres. Ces jardins sont accessibles tous les jours. Si ce projet d'hortithérapie rencontre du succès, de nouveaux bacs seront mis à disposition. En sport, tennis de table féminin pour leur début en proie. Les joueuses d'Elancourt se sont inclinées face aux championnes de France en titre, vice-championne d'Europe, les Lannoy, club nordiste. Une défaite malgré tout encourageante, 4-2. La rencontre décisive pour l'égalisation s'étant disputée jusqu'au 5e set. Prochain match à domicile, cette fois-ci face au Crémin Bicêtre. Autre poids lourd du championnat, ce sera le 30 septembre à Elancourt. Et puis on en revient à cette information dont nous parlions au début du journal. L'improvisation sera à l'honneur ce soir sur Canal+. La journaliste Mélissa Thuriot propose une réflexion autour de la discipline. Peut-elle être intégrée au programme scolaire? Pour quels résultats? Jamel Debbouze, bien sûr, Alain Degois également. Ils sont présents. C'est à découvrir dès 20h50. Pour ma part, je vous retrouve demain, jeudi 18h, pour un nouveau point sur l'information locale. Rediffusion 19h, 22h30 et minuit. C'est bien sûr à revoir sur notre site internet, à commenter sur les réseaux sociaux. Et votre soirée sur TV Fil 78, c'est avec Catherine Zulato pour un nouveau numéro du Kiosque, le magazine de la culture.